La première ville du Canada à accueillir les Jeux olympiques vivait, il n'y a pas si longtemps que cela, une véritable effervescence. Le symbole de ces Jeux, le stade, donne aujourd'hui des mots de tête au gouvernement du Québec. En 67, tout était beau. C'était l'année. Dans les années 1930, Camillien Hood tente de présenter les Jeux de l'Empire sur un terrain vacant dans l'est de Montréal. Ce projet avortera à cause de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que Montréal souhaite accueillir un tel événement. Jean Drapeau a toujours voulu de grands projets pour Montréal. Durant son administration, il accueillit l'Expo universelle de 1967. Durant la durée de cette expo, ce sont plus de 50 millions de touristes qui ont défilé à Montréal. Jean Drapeau a permis le développement des infrastructures à Montréal. Pensons au métro. Ce maire mettra toujours la culture au premier plan, entre autres grâce à la construction de la place des Arts. Passionné de baseball, il parrainera la formation du club des Expos de Montréal en 1971. Bien que Camillien Hood n'ait pas réussi à présenter les Jeux de l'Empire à Montréal, Jean Drapeau n'a pas abandonné les espoirs d'y faire un jour une grande exposition. Il voulut y présenter les Jeux olympiques de 1972. Cependant, cette tentative échoua au profit de Munich. Finalement, le 12 mai 1970, à Amsterdam, on a fait l'élection de la ville hôte pour les Jeux de 1976. Les deux autres villes concurrentes étaient Moscou et Los Angeles. Jean Drapeau a voulu que les Jeux de 1976 ne coûtent rien, avec le concept d'autofinancement où les dettes seraient remboursées avec les revenus. Afin de financer ces grands projets, il instaura pour la première fois une loterie publique en 1969. Cependant, non seulement les revenus n'étaient pas assez élevés pour rembourser les dettes, mais en plus, le budget total des Jeux a été bien plus gros que l'on pensait. Le 3 février 1973, soit un peu plus de 3 ans avant l'arrivée des Jeux olympiques, commence la construction du stade. Mais comment se fait-il que cette étape d'avant les Jeux se soit si mal déroulée? Le choix d'un concept inédit est sans contredit la principale cause du retard dans la construction des installations olympiques. Les ingénieurs de l'époque sont confrontés à des problèmes complètement nouveaux. Ils doivent faire très vite. En effet, au Québec, on n'a jamais construit de telle façon, soit comme un gros jeu de Lego où chaque pièce est usinée et à la fin, on assemble le tout. Ces difficultés techniques, additionnées aux grèves qui paralyseront le chantier olympique, retarderont la construction du stade. En effet, le mouvement syndical de l'époque, en pleine croissance, profite de ce chantier pour passer son message. Dorénavant, les travailleurs auront leur mot à dire dans le déroulement du projet. C'est l'occasion rêvée pour se faire entendre. Chaque jour de retard sera difficile à récupérer, et à la fois le gouvernement et les syndicats en sont conscients. Pour rajouter aux contraintes, on ne peut commencer la construction du stade aussi vite qu'on l'aurait voulu, car le sol, argileux et caverneux en profondeur, risque de s'affaisser sous le poids du futur stade. Et il est trop tard pour changer de site. Il faut injecter du béton à haute pression dans les profondeurs en espérant créer une fondation assez solide pour tenir le tout. D'ailleurs, voici à quoi ressemblait le chantier un peu plus d'un an et demi avant la présentation des Jeux. Le 20 novembre 1975, le gouvernement du Québec, inquiet que les Jeux ne puissent être présentés faute d'installation, crée la Régie des installations olympiques. Voici à quoi ressemblera le stade lors de la création de la Rio. La passation faite, on accélère la cadence. On met sur place des équipes de relations de travail. On réorganise le travail. À peine 6 mois plus tard, grâce aux nombreux efforts effectués, on termine la structure. Cependant, il faut faire vite, car dans 4 mois, on présentera les Jeux. On posera les derniers gradins seulement la veille de la cérémonie d'ouverture. Ironiquement, Jean Drapeau, après l'élection de Montréal comme ville hôte des Jeux de 1976, avait prononcé cette phrase. Les membres du comité peuvent dormir tranquilles. Toutes les installations seront prêtes longtemps avant l'ouverture. Finalement, les Jeux auront lieu. Certaines installations ne seront pas prêtes à temps, telles les installations sanitaires dans le stade, et le mât ne sera pas achevé, même s'il était l'élément fort du projet original. Mais l'honneur est sauvé à grande douceur. D'ailleurs, comment se fait-il que le stade ait coûté aussi cher? Pour ce faire, nous nous sommes rendus aux Archives nationales du Québec, consulter un rapport bien spécial. En 1977, le premier ministre du Québec, René Lévesque, ordonne la création d'une commission d'enquête dirigée par le commissaire Malouf, devant enquêter sur les coûts de la 21e Olympiade. En effet,
Le coût est passé de 140 millions de dollars à près de 1,3 milliard de dollars. Et c'est sans compter les dépenses post-olympiques, telles la construction du mât. De plus, on se demande pourquoi certaines parties du stade ont coûté si cher. Il est surprenant de constater que les stationnements ont coûté plus cher que le vélodrome. Nous avons poussé nos investigations encore plus loin. Nous avons comparé le stade olympique avec celui de Paris, soit le stade du Parc des Princes. On voit bien que, dans les deux cas, les coûts réels ont dépassé les coûts prévus. Par contre, ce qui nous intéresse est la grande différence pour notre stade olympique. En effet, il y a un facteur 10 d'augmentation. Pour vous montrer à quel point c'est énorme, le métro de Laval a eu un facteur de 2 d'augmentation seulement. Il s'agissait d'une grosse construction aussi. Maintenant, voici des photos des deux stades. L'un a coûté près de 1200 millions de dollars, tandis que l'autre environ 18 millions de dollars. Les deux stades sont de la même grosseur, mais les coûts sont largement différents. Dans la même période, de nombreuses allégations de corruption sortent dans les médias. C'est tellement grave que cette mention sera même inscrite dans le décret. Albert Malouf en fera un cahier complet de son rapport, mais voici ce qu'il en dira dans les conclusions générales. L'existence possible de collusion, de trafic d'influence, de manœuvres frauduleuses ou irrégulières ne peuvent être généralisées. Le commissaire Malouf et son équipe feront un vrai travail de moine avec une recherche méticuleuse. Pendant 3 ans, ils travailleront sans relâche afin de rendre un rapport de qualité optimale. Malouf ne mâche pas ses mots. Il ressort clairement de la preuve que les causes principales de l'écart considérable entre les prévisions de coût initial et le coût des Jeux et des installations olympiques résident dans l'irresponsabilité administrative des autorités de la ville et du COJO. Il critique aussi l'abandon de la notion de jeu modeste par l'adoption d'un concept grandiose, gigantesque et inédit. En effet, selon lui, on ne peut pas prôner des jeux modestes tout en faisant l'acquisition d'installations superflues, inutilement luxueuses et exceptionnelles. Ensuite, il critique l'absence d'une véritable direction de projet et le choix d'un architecte étranger. En effet, selon lui, ce n'est pas de Paris qu'un directeur de projet pourra surveiller minutieusement toute hausse de coûts et tout risque de corruption. De plus, à l'époque, les communications étaient difficiles. N'oublions pas qu'Internet n'existait pas encore. Enfin, Malouf critique l'absence d'un budget global établi dès le début. Selon lui, Jean Drapeau n'était pas un gestionnaire, mais bien un visionnaire.